Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents modes de transport possibles en voyage, donc les différents véhicules. Comme ça, si vous hésitez encore à choisir l'un ou l'autre, et bien peut-être que ma vidéo va vous aider à vous décider. Donc je vais vous parler de voyage en sac à dos, je vais vous parler de voyage à vélo, en scooter, en moto, en van et en 4x4. À chaque fois, je vais vous donner les avantages, les inconvénients. Si ça vous correspond ou pas, je vais vous donner un petit peu le voyageur type qui est susceptible d'utiliser ce mode de transport. Et puis, je vais vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à mon vécu personnel. Mais avant de commencer, je vous rappelle que j'ai réalisé 2 listes de matériel complètes que vous pouvez télécharger dans la description. Elles sont gratuites. J'ai aussi réalisé 3 formations qui peuvent peut-être vous aider pour la réalisation de votre voyage. Dans la première, j'explique tout ce qu'il faut savoir pour partir en voyage à vélo. Dans la deuxième, je vous explique comment vendre toute votre possession matérielle si vous voulez partir sans retour. Et puis dans la troisième formation, je vous explique comment financer votre voyage. Donc voilà, c'était le petit instant promo. Maintenant, je vais vous parler des différents modes de transport en voyage. Par rapport au voyage en sac à dos, en fait, c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple, de plus facile. Il y a juste à acheter un sac à dos et puis de partir en fait. Il n'y a pas besoin de préparer énormément de trucs. Et puis c'est adapté aux petits voyages, donc les vacances de 2 semaines, 3 semaines, comme pour les tours du monde. Le voyage en sac à dos, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis en plus, si on n'a pas de véhicule, et ben, on a cette contrainte en moins de se trimballer avec un objet qui peut être source de stress quand il est cassé, qui peut être aussi gênant parce qu'on ne peut pas aller dans les pays qu'on souhaite. Quand on voyage avec un véhicule, on ne peut pas sauter d'un pays à un autre comme ça, on est obligé de tous les traverser. Et en sac à dos, tu vois, il y a juste à prendre un billet d'avion ou un billet de train et tu n'as pas à t'embêter avec ton véhicule. Voilà. Donc ça, c'est les principaux avantages. Au niveau des inconvénients, on est assez limité si on ne fait pas l'effort d'aller dans les coins reculés. Souvent, on se cantonne qu'aux sites touristiques. Regardez par exemple cette carte de la Thaïlande. Ça, ce sont les endroits en rouge où vont aller les voyageurs. 95% des voyageurs vont se limiter à ces endroits-là. Alors que si tu as un véhicule, tu peux aller partout. Regarde, tu peux vraiment aller partout. Tu n'as aucune limite. C'est ça en fait le principal inconvénient, on va dire, de voyager en sac à dos. C'est que tu peux pas, tu peux pas tout voir en fait. En sac à dos, c'est qu'on est tributaire des transports en commun, on peut pas explorer partout. Après, c'est un choix, on va pas dire que c'est un avantage ou un inconvénient, c'est plutôt un choix. Et puis de toute façon, quand tu pars 2 semaines, 3 semaines, voire même 2-3 mois, même si tu veux, t'as pas le temps en fait de tout voir. Même si tu vois les grosses villes du pays, tu as déjà suffisamment à faire. Donc pourquoi s'embêter avec un véhicule? Je pense que les véhicules sont plus faits pour les voyages à long terme, pour les voyages qui vont durer plusieurs mois, où justement tu as plus envie de comprendre le pays, de te rapprocher des locaux, de la culture, peut-être même d'apprendre la langue, de comprendre comment ils vivent dans les autres villes que les villes touristiques. Puis ça t'offre aussi une liberté de pouvoir te déplacer plus facilement quand tu es à un endroit. Voilà, pour qui le voyage en sac à dos est fait? Pour tout le monde en fait, parce que c'est la façon la plus simple de voyager. Juste à prendre son sac à dos, d'acheter un billet d'avion ou de train et de partir. Pour ma part, j'ai voyagé en sac à dos uniquement en Malaisie. J'ai quand même hyper bien apprécié mon voyage, hein. J'ai kiffé mon voyage. Même si je devais aller dans les coins reculés, j'ai quand même trouvé des solutions. Après, c'est sûr que c'est plus compliqué que si tu avais ton propre véhicule, mais ça se fait quand même. Voilà, j'ai pu faire différents volontariats dans des petites campagnes en Malaisie. Mais après, voilà, la Malaisie, j'ai pas tout vu en fait. J'ai vu uniquement des grosses villes, des gros pôles touristiques. Et puis, j'ai pas vu ce qu'il y avait entre ces villes parce qu'à chaque fois, je prenais le bus pour traverser le pays. Et j'aurais bien aimé justement l'explorer avec un véhicule. C'est pour ça que après, justement, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai acheté un scooter. Par contre, quand tu es posé à un endroit, rien t'empêche de louer un scooter, de louer un véhicule pour explorer un petit peu les environs. Voilà, maintenant, je vais vous parler de voyage à vélo. Alors, le voyage à vélo, il a quand même pas mal d'avantages, déjà sur l'aspect économique, parce qu'on n'a pas à payer de transport. Le transport, c'est nous et le vélo. Du coup, ça retire pas mal de frais. Qui dit vélo, dit bivouac, parce que des fois, tu vas faire entre 50 et 100 km par jour. Il n'y aura pas forcément un hôtel ou une auberge sur la route, donc tu devras camper. Et en fait, ça arrive assez fréquemment de camper. Ça va de pair, le voyage à vélo, avec le camping sauvage. Donc, enfin plutôt le bivouac. Ensuite, ça permet de faire du sport, parce que tous les jours à faire du vélo au bout
bout d'un moment, on a quand même pas mal de cardio, on a un corps qui est en bonne santé. Pour ma part, je le voyais clairement que je me sentais beaucoup plus physique, beaucoup plus dynamique quand je voyageais à vélo. De faire du sport tous les jours comme ça fait un bien fou sur la santé. Le voyage à vélo, ça permet quand même de faire pas mal de rencontres parce que quand tu vas traverser un petit village ou une ville, tu vas traverser à 10 km/h, 15 km/h. Et les gens ont le temps de te voir, de te faire coucou, même de t'appeler ou de te parler. Et du coup, le lien avec les habitants est beaucoup plus fort que si tu étais par exemple en moto ou en scooter où tu passes dans le village et personne ne te calcule. Là en vélo, tout le monde te voit et en plus ça attise quand même pas mal la curiosité des gens et donc les rencontres se font assez naturellement sans vraiment faire d'efforts, que ce soit en Europe de l'Ouest ou partout dans le monde en fait. Les gens sont hyper curieux de voir des gens qui voyagent à vélo et sont fascinés quand tu leur dis aussi que tu as parcouru plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres. Et les gens ils ont envie de passer du temps avec toi et pas mal de fois ils t'invitent à boire un thé, des fois à manger et puis même des fois à dormir à la maison. Le voyage à vélo c'est quelque chose de très convivial que j'ai pas retrouvé vraiment, j'ai pas retrouvé ça dans d'autres styles de voyage vraiment. Et puis le voyage à vélo ça permet aussi de vivre l'aventure à plein temps parce que il va t'arriver plein de trucs, des galères, tu vas passer par des trucs pas possibles, des endroits pas possibles, tu vas voir des trucs pas possibles. Vraiment, moi c'est vraiment la plus grosse expérience de ma vie, c'est vraiment le truc le plus dingue que je souhaite de vivre à tout le monde. En plus, comme je vous ai dit, ça représente pas un gros budget de voyage à vélo, donc si vous pouvez le faire, faites-le. Franchement, c'est une expérience de dingue. Et puis, l'indépendance par rapport au système. En fait, on se sent complètement en dehors du système. Du fait qu'on ait notre propre véhicule, notre propre tente, matériel pour faire la cuisine, pour prendre notre douche. Le vélo, en fait, c'est comme un petit appartement mobile. On a tout à l'intérieur. Avec le panneau solaire, on a aussi de l'électricité. Et on a vraiment l'impression, en voyage à vélo, d'être 100% autonome et de ne plus dépendre du système. Ça, je ne l'ai pas retrouvé non plus quand je voyageais en scooter ou en moto parce que là, il faut prendre de l'essence, puis tu vas pas forcément faire du bivouac quand tu es en scooter. Au niveau des inconvénients du voyage à vélo, en fait, c'est que on est tout le temps dehors et en fait, on est à la merci des intempéries, que ce soit la pluie, le froid, la chaleur, tout en fait, les orages. Et tu subis en fait, du coup tu prends un coup au moral, tu prends un coup physiquement, et puis de pédaler tous les jours aussi c'est pas forcément évident. En fait ça dépend de chaque personne, il y a des personnes qui vont hyper bien encaisser ça et pour d'autres ça va pas être évident, mais dans tous les cas c'est quand même un effort mental et physique en permanence parce que le voyage à vélo ça se passe sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec toutes les décharges émotionnelles que tu vis pendant un voyage à vélo, tout ça, c'est vraiment secondaire hein, parce que tu as vite fait d'oublier les petites galères parce que ça devient des petites galères après hein, quand tu mets à relativiser quand même pas mal sur les choses de la vie. Le deuxième inconvénient en fait ça dépend de vous, ça dépend avec qui vous voyagez, voilà c'est ça, c'est le voyage à plusieurs en vélo parce qu'il faut être synchronisé sur le mode de vie, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le sport, le mental et en fait il faut être synchro parce qu'on a les mêmes heures de lever, les mêmes heures de vélo et ça c'est pas forcément évident en fait, ça dépend de votre partenaire. Moi quand je voyageais du coup avec Stéphane, c'est vrai que c'était pas tout le temps évident, on essayait de faire pas mal de concessions l'un et l'autre. C'est quand même assez compliqué de voyager en binôme ou voire plus en vélo. Alors pour qui le voyage à vélo est fait? Pour tout le monde en fait, peu importe ton âge, ton sexe, que tu sois handicapé ou non, il y a des solutions pour tout le monde. Si tu as mal au dos, tu as les vélos couchés. Si tu es handicapé et que tu peux pas pédaler avec tes pieds, tu peux pédaler avec tes mains, il y a des vélos faits exprès. Vraiment, le voyage à vélo est fait pour tout le monde. Et puis même si tu n'as pas des grosses capacités physiques, tu peux commencer à faire des petites journées de 10-15 km, voire 30. Et puis après augmenter dans la durée. Donc je pense que voilà, il n'y a pas de contrainte, tout le monde peut faire un voyage à vélo. Mais ça reste quand même plus adapté aux personnes qui sont à la recherche de l'aventure, à la recherche un petit peu d'adrénaline, de rencontres, de vivre un petit peu un grand voyage plein d'aventures. C'est pas un voyage commode non plus en fait, c'est pas un voyage de tout repos on va dire. Par rapport à mon vécu, là, je sais que vous n'êtes pas tous au courant sur la chaîne Flow Nomade, mais en fait avant j'avais une autre chaîne qui s'appelait Cyclo Nomade et
C'est sur cette chaîne-là que j'ai filmé avec mon ami d'enfance Stéphane notre voyage à vélo, donc sur une trentaine de vidéos. Et en fait, on a fait Paris-Téhéran pendant 9 mois et on a traversé comme ça 12 pays. Je vous mettrai le lien de la chaîne en description pour ceux qui ne connaissent pas. Et maintenant, je vais vous parler de voyage en scooter. Alors, je ne vais pas vous parler d'un scooter qu'on achète en France et puis on voyage comme ça, on traverse les pays en scooter. Non, je vais vous parler d'un scooter que tu achètes à l'étranger. Alors, pourquoi on achèterait un scooter à l'étranger? Parce que c'est le véhicule le plus simple, qui coûte le moins cher, le plus banal en fait, qu'on retrouve dans tous les pays du monde, et puis que tu peux revendre aussi, voilà. Donc c'est quand même intéressant pour les gens qui voyagent quand même, on va dire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je pense que pour des vacances, c'est pas intéressant d'acheter un scooter à l'étranger, mais pour une personne qui reste, qui veut se faire un petit road trip par exemple, et ben c'est intéressant d'acheter un véhicule à l'étranger, que ce soit un scooter ou une petite moto. Faut savoir qu'en Europe de l'Ouest, on va dire dans tous nos pays là, si tu veux acheter un véhicule, il faut faire plein de papiers, des certificats de cession, carte grise, tout ça, c'est compliqué. À l'étranger, si tu vas en Asie du Sud-Est, si tu vas en Inde ou en Afrique, tu vas voir le paysan du coin, tu peux acheter un scooter comme ça et conduire et voilà, et tu n'auras pas de problème, on va dire juridiquement. La seule grosse contrainte, c'est au niveau de l'assurance, parce qu'après, ça reste un petit peu flou au niveau de l'assurance. Même moi, je ne gère pas tous ces aspects-là. On va dire qu'il faut se renseigner au cas par cas déjà pour l'assurance. Mais dans tous les cas, si tu achètes un véhicule comme ça à l'étranger, un petit scooter, ça t'offre comme une grosse flexibilité. Et puis, ça réduit aussi tes coûts de transport parce que tu n'auras pas à payer les taxis, tu n'auras pas à payer les bus, les machins. Tu as ton véhicule et puis tu peux faire ton petit voyage comme ça avec ton petit scooter, ta petite moto. Tu peux explorer des endroits que tu ne peux pas voir forcément en sac à dos. Et donc ça offre quand même un gros avantage par rapport au voyage en sac à dos. Là, j'ai vu en Thaïlande quand même pas mal de personnes qui louent des scooters pratiquement tous les jours. Hein. Et je me rends compte qu'au final, s'ils avaient acheté un scooter dès le départ, et bah, ça aurait été beaucoup plus rentable pour eux. Surtout qu'ensuite, tu peux aussi le revendre derrière. Tu peux le revendre à un autre touriste ou le revendre à un loco. Tu vas sûrement le revendre moins cher, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, ça aura été d'un très bon usage. Au niveau des inconvénients, bah, je vous l'ai dit, c'est plutôt au niveau de l'assurance que ça se passe. Il faut faire du cas par cas. Moi, par exemple, ici en Thaïlande, j'ai acheté mon scooter, il est assuré. Et puis mon assurance me couvre parce que j'ai aussi le permis international et le scooter il est à mon nom, voilà, je suis en règle. Après il faut mettre un casque, enfin il faut faire du cas par cas en fonction du pays. Si ce sujet vous intéresse, je vous mettrai des vidéos en description, j'en ai fait 3 sur le sujet. Louer un scooter en Thaïlande, conduire en Thaïlande, acheter un scooter en Thaïlande, conduire au Vietnam. Voilà, tous ces sujets, je les ai déjà traités, donc je ne vais pas revenir sur ça. Pour qui je conseille d'acheter un véhicule comme ça à l'étranger? Déjà, ceux qui ont le permis moto, parce que si tu n'as pas ton permis moto, tu ne vas pas pouvoir conduire un plus de 125 cm3. En fait, ça dépend du permis que tu as déjà. Je te conseille quand même d'avoir ton permis moto pour être beaucoup plus à l'aise dans ces pays qui ne sont pas forcément du même style de conduite que chez nous. Pour réduire le risque, c'est mieux quand même d'avoir son permis moto. Je conseille d'acheter un petit véhicule pour les personnes qui restent plusieurs mois dans un pays parce que c'est quand même assez pratique. Au niveau de mon expérience, j'avais acheté un scooter quand je suis arrivé en Thaïlande et puis j'ai visité toute la Thaïlande avec mon petit scooter. J'ai fait quand même 15 000 km avec lui, j'ai passé les 15 000 il n'y a pas longtemps. Je suis allé aussi au Cambodge, puis il a été refusé quand même au Vietnam et au Laos, mais j'ai quand même fait pas mal de kilomètres avec lui et je pense pas que j'aurais profité autant de mon voyage en Asie du Sud si j'avais pas eu ce scooter et je me serais pas senti aussi libre en fait de changer de province comme ça, de ville du jour au lendemain sans me prendre la tête à réserver des bus ou des trains. Vraiment, je ne dépends de personne. Je vois tous les autres qui sont en train de checker les sites internet pour savoir à quelle heure part le bus et tout ça. Moi, j'ai pas besoin. Je prends mon scooter, j'y vais et puis au pire, je m'arrête sur la route. Voilà, je suis complètement libre avec mon petit scooter. On va parler maintenant de voyage en moto. En fait, les principaux avantages de voyager comme ça, c'est d'avoir des sensations fortes. En fait, quand tu commences à conduire une moto, eh ben, ça devient une réelle passion. Et un des aboutissements de cette passion, c'est de voyager en moto. Je pense pas que ce soit fait pour n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui se dit tiens, j'aimerais voyager, quel mode de transport je vais utiliser?
oh la moto ça pourrait être sympa. Non, je pense pas que ça se passe comme ça. Je pense que c'est plutôt des personnes qui sont à la base fans de moto, dont c'est leur passion, et qui se dit je vais voyager à moto, c'est une des grandes missions de ma vie, c'est un de mes rêves. Voilà, je pense que ça se passe plutôt comme ça. Alors les sensations en moto sont vraiment assez importantes, autant sur l'adrénaline que sur la sensation de liberté. Et en fait, tu peux parcourir des très grandes distances. C'est le véhicule le plus intéressant pour parcourir des grandes distances, pour voir énormément de paysages rapidement. Et ça, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce que en fait, tu vois tout, mais en même temps, tu vois pas grand-chose. Si tu fais pas l'effort de toi-même de t'arrêter et puis d'observer les choses, alors une journée, tu fais facilement 500 km, voire beaucoup plus. Et en fait, tu vois pas, t'as pas le temps de t'intéresser à un pays que tu l'as déjà traversé en moto. C'est trop rapide. Il y a des voyageurs à moto qui vont s'arrêter 2-3 semaines à tel endroit, après ils vont continuer leur route, d'autres qui vont enchaîner et puis au final tu auras fait un tour du monde en 6 mois limite. Donc voilà, ça dépend de chacun. Au niveau des inconvénients, il y en a quand même pas mal parce que tu as quand même le budget au début, ça coûte quand même assez cher une moto avec les équipements. Il faut aussi pouvoir la réparer, avoir des pièces de rechange et puis gérer l'entretien, la mécanique, ça coûte quand même aussi cher au niveau de la consommation de l'essence. Au niveau des pannes, voilà, c'est plus compliqué à régler que si tu es en vélo. Si tu es en vélo, tu crèves, voilà, tu peux réparer ça et continuer la route. Mais quand tu es en moto, c'est un peu plus délicat. Quand il t'arrive une panne, il faut vraiment être débrouillard ou de toute façon on le devient dans tous les cas dans ce type de voyage. Voilà, il y a quand même pas mal de contraintes qui sont liées à l'équipement du motard, à la mécanique. De toute façon, ça c'est un mode de voyage qui est pour les passionnés. Donc eux ils s'en foutent de toutes les contraintes qu'il peut y avoir autour. Ils veulent juste vivre leur kiff à 100% sur leur bécane. Il y a quand même des risques, c'est pas un voyage qui est anodin. C'est quand même assez risqué de voyager comme ça aussi longtemps, aussi chargé, parfois tout seul, c'est quand même une prise de risque à considérer. Au niveau de mon expérience personnelle, en France, j'ai un trail, même si j'en parle jamais. En fait, j'ai une moto que j'ai achetée avec mon frère, une Honda Transalp. Et en fait, justement, avec mon frère, on s'était fait un petit road trip, on est parti avec la moto jusqu'en Italie. Puis après, j'ai continué tout seul, je me suis baladé un petit peu en France. Donc j'ai pu voir un petit peu ce que c'est aussi de voyager en moto. C'est vraiment un gros kiff. Ça me donne envie de faire un plus grand voyage à moto. Voilà, pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs à court terme, mais j'y pense. Surtout que j'ai déjà la moto pour, donc ça va se faire. Je ne sais pas quand, mais ça se fera. Maintenant, on va parler de voyage en van et en 4x4. Ça va être plus simple d'en parler en même temps parce que globalement, c'est un petit peu le même mode de vie. Même s'il y a quand même des petites différences, mais de toute façon, je m'y connais pas assez parce que justement, j'ai pas voyagé en 4x4, j'ai pas voyagé en van. Par contre, j'ai fait un petit road trip il y a quelques années dans une vieille voiture, une Clio 1, mais ça m'a permis d'un petit peu de m'imaginer dans ce mode de vie en van. Et puis, je regarde aussi pas mal de vidéos de voyageurs en van. Je vais pouvoir quand même traiter cette partie-là et puis comparer avec les autres styles de voyage. Au niveau des avantages principaux, c'est qu'on a quand même une grosse indépendance et une autonomie parce que tu te trimbales avec ta maison. Donc tu as ton lit, tu as ta cuisine, tu as ton confort, tu as même des fois tes toilettes. Enfin, en fait, tu as même des fois ta douche, ça dépend du van que tu aménages. Tu te trimbales avec ta maison, tu te trimbales chez toi. Tu voyages, mais tu restes chez toi. Donc ça reste quand même un confort qui est assez inégalable par rapport aux autres modes de vie, surtout quand tu es en van. En 4x4, c'est un peu plus délicat parce que tu as tous les ustensiles qui sont à l'extérieur. Tu peux difficilement vivre à l'intérieur d'un 4x4, c'est plus pour passer la nuit. Donc le 4x4, on va dire, c'est plus quand tu te balades dans les pays chauds. Et puis le van, c'est plus adapté à tous les climats en fait. C'est un moyen de voyager avec pas mal de confort. Ça peut même devenir un mode de vie. Il y en a qui vivent dans leur van parce que ça représente un investissement certes au début, mais après quand tu vis à plein temps dans ton van, tu fais des économies parce que tu ne payes plus de loyer et pourtant tu as une maison à toi, une maison en plus qui est déplaçable. Si vous connaissez ma petite chaîne YouTube, j'imagine que vous connaissez d'autres chaînes de voyage bien plus grandes qui traitent du voyage en van. Au niveau des inconvénients, c'est l'investissement. Après, tu vas dépenser 10-15 000 € maximum
mais après tu as ta maison en fait. Quand je dis 10-15 000 euros, c'est le véhicule plus l'équipement, les réparations, la restauration. C'est ce qu'il y a aussi de plus intéressant en fait pour les gens qui voyagent en couple ou en famille. Parce que moi actuellement, je voyage tout seul et ça me va très bien ce mode de vie nomade avec mon scooter. Par contre, si j'étais avec une autre personne, avec mon scooter, c'est un petit peu compliqué, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus adapté aux personnes qui vivent à plusieurs. Donc principalement les couples, hein. Puis même avec des enfants, pourquoi pas, hein. Il y en a qui le font, qui voyagent en famille. Bon là, après, c'est plus des vannes, hein. C'est des gros camions, mais ça se fait très bien. Maintenant, on va parler de budget en fait. J'ai fait un petit comparatif par rapport à l'investissement de départ. Vous voyez, quand on achète un van ou quand on achète un 4x4, ça représente quand même un investissement entre 10 et 15 000 euros. Après, ça dépend, hein. Vous pouvez trouver pour moins cher, vous pouvez trouver pour beaucoup plus cher. J'ai fait des grosses moyennes et j'ai fait ce graphique surtout pour que vous puissiez voir et comparer un petit peu les différents investissements. Ensuite, quand vous voyagez à moto, il faut compter 5-6 000 euros, on va dire. Moi, ma moto, par exemple, je l'ai achetée 3 000 euros et elle peut très bien voyager comme ça en Europe, en Asie. Je peux faire un tour du monde avec. Mais par contre, voilà, il faut que je l'équipe derrière. Il y a quand même pas mal d'équipements à installer. Et puis une crash bar, par exemple, et puis des caisses, et puis des pneus spécifiques, un entretien. Voilà. Il y a pas mal de trucs à acheter en plus du véhicule. Ensuite, le voyage à vélo, on est à 2 000 euros, à peu près 1 000 euros pour le vélo et puis à peu près 1 000 euros pour tous les équipements. Et puis le voyage en sac à dos, ça coûte rien parce que tu as juste à acheter un sac à dos et puis le reste, tu l'as déjà. Ensuite, au niveau du budget par mois, là c'est pas pareil. Quand tu es en moto, tu cumules tous les frais en fait. Tu cumules l'hébergement, tu cumules l'alimentation, tu cumules aussi l'essence et puis tous les frais de réparation, etc. Donc le voyage à moto, c'est, on va dire, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ensuite, le voyage en backpack, c'est ce qui coûte aussi le plus cher parce que certes, tu payes pas l'essence, mais derrière, tu dois payer les transports en commun, les taxis, les avions, les visas, etc. Et ça coûte, enfin les visas, tu les as pour tous les voyages. Je préfère préciser, hein, j'ai fait ce graphique-là, il peut être très différent en fonction du mode de vie de chacun. Par exemple, un motard qui va camper tous les soirs, qui va faire que 200 km par jour et qui va se nourrir chez l'habitant ou qui va faire du couchsurfing, tu vois, il va coûter moins cher que quelqu'un qui voyage en sac à dos et puis qui va tous les jours au restaurant. Enfin, tu vois le truc. Là, c'est pour que tu aies un petit ordre d'idée pour un voyageur lambda, on va dire. Là, je voyage en scooter, mon budget est moins important qu'un autre backpacker en Thaïlande. Parce que moi, j'ai pas payé les frais de transport, j'ai mon scooter, mais ça me coûte rien. Je paye 2 euros, je fais le plein de mon scooter et je peux faire plus de 100 km avec. Donc tu vois, ça me coûte vraiment rien. Ensuite, le voyage en van, tu n'as plus à payer l'hébergement. Après, tu peux te faire à manger toi-même. Tu peux faire des grosses économies. Tu peux aussi acheter en gros, ça coûte moins cher pour stocker dans ton van. À long terme, c'est moins cher, tu vois, alors que c'était quand même le plus gros investissement au début. Et puis, le voyage à vélo, c'est ce qui coûte le moins cher parce que tu fais du camping, tu es tout le temps invité par tout le monde, tu payes pas de frais de transport. Après, au niveau écologie, je les ai triés comme ça. C'est plutôt par rapport à l'émanation de carbone, en fait, par rapport à la consommation de carburant. Donc en vélo, tu consommes rien. En tant que backpacker, tu as quand même le bilan carbone de l'avion qui est énorme. Vous regarderez la prochaine fois que vous prenez des billets d'avion, il y a écrit le bilan carbone de votre voyage, c'est énorme. Ensuite, scooter, moto, van, enfin voilà, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail, je pense que vous comprenez le truc. Après, des gens qui voyagent en vélo, quand ils prennent l'avion, il y a des gens qui prennent l'avion en vélo, nous on l'a fait, on est revenu en avion de Téhéran à Paris. Voilà, hein, ça a tout faussé là. Ça se trouve, on a pollué plus que quelqu'un qui voyage en sac à dos. Voilà, après, ça dépend aussi de votre mode de vie en voyage. Hein. Je pense qu'une personne qui ne mange pas de viande, mais qui se déplace tous les jours en van, il aura un impact négatif moins important qu'une personne qui fait du vélo et qui mange tous les jours de la viande. Ça dépend, voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Votre façon de consommer, votre façon d'acheter et puis tout ça, voilà.
Je voulais vous parler aussi d'un autre truc, c'est que là je vous ai parlé des véhicules de voyage les plus communs, mais il en existe d'autres, hein. Rien ne vous empêche de voyager en trottinette, rien ne vous empêche de voyager uniquement en marchant. J'ai rencontré un mec qui faisait Paris-Istanbul à pied à 67 ans, puis rien ne vous empêche aussi de voyager en girourou comme l'a fait Monsieur Flex, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs au Laos. Lui, il est parti jusqu'en Chine, hein, et puis après il a fait un petit bout de l'Asie du Sud-Est. Là, il a malheureusement stoppé son voyage à cause de cette crise. Je pense qu'il compte le reprendre dès que tout ça se sera calmé. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je pense qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui le connaissent déjà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-moi en commentaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo si vous aimez bien le contenu que je propose. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!